Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer vraiment, concrètement, mon parcours avec le syndrome de l'intestin irritable. Je reçois énormément de questions à ce sujet. Comment est-ce que j'ai su que j'avais le syndrome de l'intestin irritable? Depuis combien de temps est-ce que je l'ai? Quels sont mes symptômes? Quel professionnel de santé est-ce que j'ai consulté? Bref, je réponds à tout. Première question, quand est-ce que j'ai développé des maux de ventre et les symptômes qui vont avec? Eh bien, en fait, j'ai mal au ventre depuis déjà toute petite. J'ai toujours eu le ventre plutôt ballonné, gonflé, avec des gaz, etc. Mais quand t'es petit, c'est pas vraiment ta priorité. Et en grandissant, ça s'est vraiment aggravé jusqu'au jour où j'ai fini aux urgences vers 13-14 ans. Parce que vraiment, le fait d'inspirer, enfin, en fait, de respirer concrètement, me faisait souffrir. J'ai eu très très peur ce jour-là et en fait je savais pas du tout ce qui se passait, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc j'ai fini aux urgences et après plein de diagnostics, plein d'analyses, on a fini par me dire que je n'avais absolument rien. Rien du tout. Que ça soit niveau gynéco, gastro, rien. Et en fait, à partir de là, ça n'a fait que s'empirer. Le ventre encore plus ballonné, le ventre très tendu, douloureux, des crampes abdominales, des spasmes, des variations de transit. Enfin, c'était la catastrophe. Donc là, c'était la fin du collège. Ensuite, je suis arrivée au lycée où ça ne s'est absolument pas amélioré parce que empiré avec le stress des cours, des évals, des examens, enfin, la totale. En plus, à l'époque, c'était la mode des slims moulants, des jeans moulants, l'angoisse avec la ceinture serrée au max qui me défonçait le ventre. Et en fait, je pensais que je mangeais mal, que je mangeais trop gras, trop sucré. J'ai cherché mes X et Y raisons. J'ai testé toutes les tendances alimentaires possibles et inimaginables, à manger que des smoothie bowls, que des trucs à base de flocons d'avoine, alors une tendance végé, vegan. J'ai vraiment tout testé. J'étais le cobaye parfait pour les tendances food à l'époque. Et je pensais qu'en fait, j'avais très mal au ventre, le ventre gonflé parce que je mangeais mal. Alors que pas du tout. Et donc justement, je mangeais à 10 heures quand j'avais faim une pomme, au goûter une pomme, en dessert une pomme. Et maintenant que je le sais, maintenant que je suis en plein dans le protocole Low FODMAP pour déterminer ce qui me fait mal au ventre, je sais que par exemple la pomme, c'est un fruit qui est full FODMAP. Donc c'est l'enfer pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Le lycée, ça ne m'a vraiment pas aidé. C'était une période où j'étais de base très stressée, très angoissée. Donc en plus, ça jouait. J'habitais un peu loin de mon lycée. Donc quand je rentrais le soir, bah, j'avais pas du tout envie ni la motivation de faire du sport. Du coup, j'étais quand même pas très active, mis à part les week-ends. Mais donc, ça n'aidait pas non plus. C'était vraiment le cocktail terrible. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que suite au passage aux urgences quand j'étais à la fin du collège, je suis allée voir une gastro-entérologue qui m'a traumatisée, pour parler clairement. Je suis sortie en pleurant. Elle m'a à peine pris au sérieux. C'est même moi qui lui avais parlé de la maladie du SIBO pour éventuellement avoir une autre piste que le syndrome de l'intestin irritable que je connaissais déjà. En fait, j'étais déjà arrivée, alors que j'avais 13-14 ans, j'étais déjà arrivée à la consultation en ayant en tête des pistes, on va dire, de syndrome ou de maladie. Donc, je savais qu'il y avait une possibilité que j'ai soit la maladie cœliaque, soit la maladie de Crohn, soit le syndrome de l'intestin irritable, soit le SIBO. En fait, j'avais en tête plein de choses et je voulais juste savoir ce que j'avais vraiment. Et elle m'a presque ri au nez en m'imprimant une pauvre feuille avec la liste des aliments pauvres en FODMAP et riches en FODMAP. Elle m'a dit tu supprimes tout ça et puis après tu réintroduis au fur et à mesure, ça ira mieux. Maintenant que je fais le protocole de FODMAP depuis 4 mois, suivi par une diététicienne spécialisée dans ce syndrome, je me dis mais quelle catastrophe, quelle horreur. En fait, à ce moment-là, moi déjà j'étais toute petite, je suis sortie en pleurant parce qu'elle m'avait à peine pris au sérieux, comme si ce que j'avais c'était juste des pauvres maux de ventre qui me faisaient avoir le ventre gonflé. En fait, on se rend pas compte, mais on a des variations de transit, que ce soit de type C ou D, donc constipation ou diarrhée, des gaz, des ballonnements, le ventre tendu, des spasmes, des crampes. Avec ça vient bien évidemment un manque de concentration extrême, une grosse fatigue au quotidien. Et en fait, on le sous-estime l'impact que tous ces symptômes ont sur la santé mentale, sur notre morale de manière générale. Moi, il y a des fois où j'étais tellement concentrée sur mes maux de ventre, j'avais tellement mal au ventre, je souffrais en silence que il y a des discussions, j'en ai aucun souvenir avec ma famille ou mes amis. Et c'était pareil d'ailleurs pour les évaluations, les examens, les contrôles quand j'étais au collège et au lycée. C'était hyper compliqué pour moi de rester focus parce qu'en fait, je souffrais en silence. C'était terrible. Et je pense qu'il y a que les personnes qui ont ce syndrome. Même aussi, je pense, les personnes qui ont la maladie cœliaque parce que les symptômes sont relativement similaires, voire complètement similaires, qui comprennent vraiment ce que c'est et on tombe très vite malade, on est très vite fatigué. Et donc, purée, voilà, j'ai fait une vidéo en mode impro et du coup, je sais plus ce que je racontais. Je suis en roue libre. Je sais plus où j'en étais. Oui, tout ça pour dire que du coup, suite à mon rendez-vous avec la gastro-entérologue, je me suis dit: «OK, bah, tu sais quoi? Je vais le faire toute seule». J'ai essayé de suivre pendant à peu près 2-3 semaines ce protocole low FODMAP et en fait, j'étais tellement pas informée que je faisais n'importe quoi. J'avais lu interdiction au gluten, au lactose, mais sans même comprendre qu'en fait, c'était pas le gluten qu'on cherchait à chasser et le lactose. Donc dès que je voyais 0,3 de lactose sur l'étiquette d'un produit, je le mangeais pas. Donc j'avais fini à ça d'avoir des troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, je mangeais quasiment plus rien. Donc soit j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, j'étais plutôt toute maigre, mais
quand même, je mangeais des nouilles de riz et puis basta, quoi. Donc ça a pas duré très longtemps, heureusement pour moi. Et après je me suis dit: «En fait, c'est plus possible», donc j'ai recommencé à manger normalement. C'est là où je suis arrivée au lycée, les maux de ventre continuaient toujours, donc j'étais dans le déni complet et j'ai fait une croix sur le syndrome de l'intestin irritable. Je me suis dit: «C'est impossible que j'ai ce petit truc qui a un peu un nom fourre-tout», et en plus sur internet, c'était vraiment les retours que j'avais: «Oui, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un nom fourre-tout pour ceux qui ont mal au ventre», et on était à ça de me faire croire aussi que c'est parce que j'étais une fille, les femmes ont plus souvent mal au ventre, ont une sensibilité particulière, non, pas du tout. Et ensuite, les études sup. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur dans l'agroalimentaire. Le stress n'allait pas partir. Et donc, en première année, deuxième année, c'était terrible. Je me mettais en haut des amphis pour pouvoir partir si jamais j'avais besoin de rentrer chez moi. Je me mettais aussi au bout des rangées, pareil, si j'avais besoin de rentrer chez moi en urgence, partir discrètement. Mais c'était très compliqué et j'ai jamais prévenu mon établissement ou mes professeurs ou quoi que ce soit. Donc, je souffrais clairement dans le silence. Les veilles d'examen, c'était une angoisse pour moi parce que, en plus du stress de l'examen, je faisais hyper attention à ce que je mangeais pour ne pas avoir de crise ni de maux de ventre le jour J et rester focus. Que le nombre de fois où j'ai clairement fini 5-10 minutes plus tôt un examen parce que j'avais trop mal au ventre et qu'il fallait que je rentre chez moi, parce que cumuler le stress, tout, la fatigue, ça faisait un cocktail terrible. J'ai pas eu d'aménagement à ce niveau-là et maintenant je sais avec du recul que c'est possible d'avoir un aménagement. Vous pouvez faire une demande, sachez-le, j'aurais trop aimé le faire parce qu'en fait je pense que je sous-estimais moi-même ce syndrome. Et donc toute ma scolarité d'études sup, je l'ai justement sous-estimée. Et après je suis partie à l'étranger pendant 6 mois au Mexique. Donc là la nourriture là-bas, c'est pas du tout la même qu'en France. Ça a été très compliqué niveau ventre. Donc je me suis dit: «C'est impossible de vivre comme ça». Vraiment, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais mon déclic, c'est de me dire: «Mais le jour où je sais pas, je vais être maman, où je vais avoir envie de me marier, comment est-ce que ces jours-là de mon mariage ou quand je vais avoir des enfants, je vais pouvoir me gérer ce qu'il y a à côté sans», alors que je sais très bien qu'il y a des problèmes, des maladies, mais tellement plus graves, mais vraiment, mais enfin, vraiment tellement plus graves, et je peux très bien m'en rendre compte. J'ai pas besoin de comparatif ou quoi que ce soit, je le sais. Mais il y a pas de sous-syndrome, sous-maladie. Ça reste un problème de santé et ça reste quotidiennement hyper handicapant. Socialement, c'est pénible. Entre 13 ans et maintenant 23 ans, quand tu es invité chez des copains, quand tu vas aller en soirée, quand tu vas aller au resto, quand tu as des événements, des anniversaires, des fêtes, des trucs comme ça, moi, sortir, c'est une angoisse. Manger au resto, j'adore ça, mais c'est pareil, après il faut que je rentre chez moi. Dormir chez des copines, j'adore ça, mais ça m'angoisse aussi parce que je sais que je vais avoir mal au ventre. Moi perso, pour me soulager, j'ai besoin de m'allonger sur le ventre, d'avoir une petite bouillotte, ou maintenant je sais que les infusions de menthe poivrée font vraiment effet. Mais du coup, en fait, il faut partir avec un attirail. Alors soit c'est pas très compliqué, c'est pas des médicaments hyper puissants. On est d'accord, je ne vais pas partir à l'hôpital tous les soirs. Je ne fais pas du tout cette vidéo dans l'optique de me plaindre, mais simplement de faire un mini regroupement de personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable et qui se sentent seules. C'est comme la maladie cœliaque, on n'en a pas parlé pendant des années. Et il y a peut-être, je sais pas, 10-15 ans, on a commencé à en parler de plus en plus pour le prendre au sérieux et c'est génial et j'en suis ravie. Mais par pitié, est-ce qu'on peut faire pareil pour le syndrome de l'intestin irritable qui a clairement des symptômes similaires, voire les mêmes? Parce que, bah, en fait, au quotidien, c'est hyper handicapant. Et encore, c'est pas la maladie de Crohn, là c'est un stade au-dessus, enfin c'est terrible. Mais on n'en parle pas assez, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mon objectif, c'est vraiment de pas de normaliser, mais presque de populariser ça pour que toutes les personnes qui l'ont et qui ne le savent pas et qui pensent être complètement folles ou avoir un gros problème soient au courant qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont exactement les mêmes symptômes. Du coup, je reviens en arrière, donc je suis partie à l'étranger, au Mexique, c'était une catastrophe. Et donc là, je me suis dit, c'est impossible de vivre comme ça toute ma vie, il faut que je me prenne en main. Rends-toi à l'évidence, tu as le syndrome de l'intestin irritable. Et quitte à ce que ce soit pas ça, fais comme si tu l'avais et teste les solutions pour et tu verras si ça marche ou pas. En fait, j'avais que ça en tête. En rentrant en France, j'ai donc pris un rendez-vous avec une gastroentérologue que j'avais déjà vue une fois au lycée, qui était mieux que celle que j'avais eue quand j'étais plus petite. Et elle m'a donc fait une coloscopie et une gastroscopie, ce que j'aurais dû faire quand j'étais en première année d'études sup. Mais en fait, je me sentais trop mal, impossible. Enfin, je me sentais pas prête, je voulais pas le faire. Donc, j'ai fini par le faire en septembre 2025. Les résultats étaient positifs. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, parce que du coup, trop bien, j'avais rien de grave. Mais en même temps, j'avais rien. Donc, on a fini par me dire, bon, bah, tu n'as rien. Moi, je l'ai vraiment pris en me disant, tu vas continuer de souffrir toute ta vie, tu vas continuer d'avoir des problèmes de transit toute ta vie qui sont hyper handicapants, tu vas continuer d'avoir le ventre dur, tendu, des gaz, à ne pas pouvoir manger pendant plusieurs jours, tu vas continuer à ne pas pouvoir aller au sport quand tu veux, à ne pas pouvoir mettre les vêtements que tu veux, à ne pas pouvoir sortir quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Et là, je me suis dit, quelle angoisse. Impossible qu'il y ait que moi sur cette terre avec ce truc. Impossible. Donc, je me suis pris en main parce que je me suis dit, fin 2025-2026, c'est mon année de santé. Je vais me prendre en main. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec une diététicienne
spécialisée dans le syndrome de l'intestin irritable pour être suivie et faire ce fichu protocole low FODMAP. Et donc j'ai commencé en novembre, donc là on est le 1er février, donc ça fait un bon bout de temps maintenant et j'arrive à la fin de la phase 2. En fait, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de restriction, donc on enlève complètement les FODMAP de notre alimentation. Les FODMAP, c'est des sucres qui fermentent en fait. Donc en fait, FODMAP, le F c'est pour dire que ça fermente, c'est fermenticible. Et après, c'est oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, end en anglais, pour dire et, polyol. Tout ça, ce sont des sucres qu'on retrouve absolument dans tous les aliments, transformés, pas transformés, bruts, tous les aliments, mais en quantité différente. Par exemple, dans les carottes, il y en a tellement peu que je peux consommer à volonté des carottes. Dans les courgettes, il y en a, mais je peux en consommer du coup 65 grammes de courgettes parce que c'est une dose OK pour moi. Et donc il y a toute une liste comme ça, que ce soit pour les produits laitiers, les céréales, les fruits, les légumes, absolument tout. Et sauf que cette liste, je ne pouvais pas la pondre, je ne pouvais pas l'inventer. Il me fallait quelqu'un, un professionnel de santé qui me la donne. Et on me demande souvent justement si j'ai une liste connue d'aliments riches et pauvres en FODMAP. Alors moi j'en ai une que je ne peux absolument pas transférer puisqu'il s'agit d'un document officiel et confidentiel, que je paye le suivi. Il en existe plein sur internet et je le sais bien que c'est très compliqué d'en trouver une hyper claire, hyper facile à suivre. C'est aussi pour ça que moi j'ai envie de vous partager des recettes et non pas juste vous donner une liste et vous vous débrouillez. J'ai envie de vous partager des recettes qui vous aident au quotidien, qui sont donc pauvres en FODMAP. Et du coup, première phase, restriction des FODMAP complète et il faut attendre jusqu'au moment où on n'a plus de symptômes pendant minimum 10-15 jours de suite. Et ça peut prendre 4 semaines jusqu'à 8 semaines et moi, ça a pris 6 semaines. Au bout de la 6e semaine, je me suis mis à ne plus avoir de symptômes du tout. Et donc j'ai attendu une 7e semaine, une 8e semaine pour enfin commencer la phase 2, qui est donc la phase de réintroduction des FODMAP. Et là, il y en a beaucoup. Et en gros, il y a le fructose, le fructane, le sorbitol, le galactane, les FODMAP croisés. Et du coup, j'ai réintroduit au fur et à mesure. Ça s'est passé plus ou moins bien pour certains, en quantité différente en fait. Et c'est là que ma diététicienne rentre en jeu. Elle va donc me faire à la fin une fiche de suivi avec les symptômes que j'ai lorsque je consomme tel ou tel aliment, quelle quantité de tel aliment je peux manger ou non. Donc c'est elle qui va me faire tout ce listing, puisque moi j'ai vraiment un suivi Excel avec plein d'informations à remplir tous les jours depuis le mois de novembre. Donc je suis très 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 contente. Et donc la phase 3, c'est plutôt une phase pareil de réintroduction, mais plus en autonomie, comme si je recommençais un petit peu mon alimentation de base. Et donc en parallèle, moi là je fais beaucoup de sport, j'essaye de réduire aussi la quantité de mes aliments, j'essaye pas de faire un rééquilibrage alimentaire en même temps, d'avoir une bonne proportion dans mon assiette de glucides, lipides, protéines, légumes, parce que c'est quand même très compliqué pendant le protocole de FODMAP de bien manger. Alors là, il n'y a pas de souci, on a le droit aux pommes de terre, au steak, au poulet, au fromage râpé, donc je peux très bien me faire steak haché frites tous les jours si je veux. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui me paraissait être fou quand j'étais petite et je me disais mais comment les gens vont me croire si je leur dis qu'un burger et des frites ça me fait moins mal au ventre qu'une salade de concombre tomate. Et en fait je pensais que j'étais folle, mais donc ça s'expliquait bien par les FODMAP. Et donc c'est compliqué, on peut pas se faire des petites salades tomates, concombre, feta, enfin en soi si on peut, mais il faudrait peser et vraiment j'aurais des assiettes de souris, donc c'est pas l'objectif. Et donc là en hiver c'était aussi compliqué parce qu'en hiver t'as envie de manger des repas chauds, gourmands, qui te font du bien aussi mentalement. Là je me suis repris en main depuis une semaine et en fait du coup j'ai réintroduit beaucoup plus de légumes, donc forcément il faut que je pèse ces aliments. Ils sont donc en plus petite quantité, ça réduit mes assiettes et au final, je me rends compte que c'était largement suffisant. Mes assiettes sont hyper complètes sur Instagram, sur TikTok, j'en partage plein, des what I eat in a day, une journée dans mon assiette, etc. J'ai vraiment augmenté mon sport à côté aussi, surtout la marche. Je marche énormément par rapport à il y a 10 jours et je vous jure qu'en une semaine, j'ai vu des changements sur notamment mes ballonnements, mon ventre. Je vais me coucher avec le ventre plat. Ça ne m'est pas arrivé depuis, je crois, le confinement où justement pendant le confinement, j'étais tellement pas stressée, tellement bien, je mangeais comme je voulais. Donc en fait, je me prenais pas la tête et inconsciemment, je mangeais des produits pauvres en FODMAP. Je faisais beaucoup de sport, je m'hydratais beaucoup. Enfin, vraiment pendant le confinement, pour le coup, je sais que ça a été dur pour beaucoup de personnes, mais moi, ça a été le moment de ma vie où j'étais le mieux en meilleure forme, santé mentale, santé physique, parce que tous les éléments étaient regroupés pour que je me sente bien. Et donc, mon SI était aussi énormément diminué, parce que pour le coup, je le répète tout le temps aussi, mais le stress, ça impacte énormément vos symptômes. Et je sais qu'il y en a beaucoup dont les médecins, les gastro-entérologues, etc. vous disent oui, mais c'est sans doute le stress, essayez de déstresser un petit peu, faites plus de sport, etc. Je suis d'accord et en même temps pas trop. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit tout mon lycée. Je me disais, bah ouais, normal, je suis hyper stressée. Études sup, pareil. Et en 3e année d'études sup, là, j'étais plus du tout stressée. Je me disais, bon, quand même, il y a quand même un vrai problème.
il y a un truc là. C'est là où ça a commencé à cogiter. Donc après en quatrième année, là je suis en cinquième année d'études sup, en dernière année d'études, je me suis dit: «C'est bizarre. Anxiété, stress, OK, mais de là à avoir ces symptômes-là, non, ça c'est chaud». Donc du coup, oui, c'est sûr que le stress y est pour quelque chose, mais pas 100. Oui, il faut réguler le stress, l'anxiété. Faites vos petites recherches sur, internet. Moi, je sais que je vous partage toujours la même chose, mais j'écris dans un carnet, d'ailleurs, qu'on doit voir juste ici. J'écris dans un carnet depuis déjà des années, hein. Un truc que j'adore faire perso, comme il y en a qui adorent dessiner, moi j'adore écrire depuis que je suis toute petite et en fait, ça me fait trop du bien. Il y en a pour qui c'est dessiner, il y en a pour qui c'est faire des puzzles, faire du tricot. Il y a plein de trucs différents, il faut juste trouver son truc. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Déjà, va vous réconforter dans le fait que vous n'êtes pas seul. En fait, c'est fou parce que bon, déjà, je me dis, à part mes abonnés Insta et TikTok, j'espère qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo, je sais pas en tapant quoi sur la barre de recherche, maux de ventre, ventre ballonné, syndrome de l'intestin irritable, pourquoi pas, mais je sais que c'est pas les mots-clés qui apparaissent. Et quand on cherche ça, en fait, on tombe sur des vieux documentaires de France 2 qui datent d'il y a 9 ans, avec absolument rien. On parle soit de la maladie de Crohn, mais on parle pas de tout ce qu'il y a autour et ça me rend trop triste. Et je vous jure que j'aurais trop aimé, il y a 10 ans, gagner du temps et que quelqu'un me prenne vraiment au sérieux et me dise: «Oui, tu as ça et pour aller mieux, il faut faire ça». Parce qu'à 13, 14 ans, quand tu vois tous tes copains, tes copines profiter, faire la fête, manger n'importe quoi, des trucs comme ça, enfin, vivre en fait, et que toi tu peux pas, j'espère juste qu'il y a plein de gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont se dire: «Purée, mais c'est moi en fait, enfin, j'ai la même chose, je suis perdue pareil». Et du coup, moi là, j'arrive au bout du protocole Low FODMAP. Ça fait une semaine, comme je vous ai dit, que j'ai repris vraiment, un bon rythme de sport, réduit mes assiettes en mangeant, des trucs, hyper bons mais qui me font trop plaisir, hein. Mais je fais plus de sport, je suis moins stressée, je dors mieux. Au début, vraiment au début, on dirait que c'est un effort. Je me suis dit: «Allez, on fait, on pèse ses courgettes, on pèse pour vérifier». Au début, moi, je me suis dit: «Flemme de peser mes aliments, tu manges que les trucs qui sont autorisés à volonté». Genre les carottes, par exemple, il y a pas de enfin, c'est OK, il y a pas de FODMAP, j'ai même pas besoin de les peser tellement la quantité est minime. Donc vraiment, depuis novembre-décembre, mi-janvier, je mangeais exclusivement riz, poulet, pommes de terre, carottes, steak, riz, poulet, enfin bref, ça tournait en rond. Et après, je me suis dit: «Là, je suis tellement lassée de ça», je me suis mis à manger n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Parce que je m'ennuyais tellement dans mon assiette que mon corps était en mode, «Va falloir passer à autre chose, parce que là, on se fait un peu yesh». En fait, je me sens mais tellement mieux, mon ventre est plat le matin, le soir, je suis libérée et vraiment, je me sens trop bien. Et donc ça me déstresse de ne pas avoir mal au ventre. C'est vraiment un cercle vicieux. Je me sens mieux, moins angoissée, j'ai plus peur de réfléchir à ce que je vais devoir manger. Franchement, c'est un bonheur et ça me donne envie de faire du sport. Du coup, j'ai plus d'énergie puisque j'ai plus mal au ventre vraiment pendant mes séances. C'est plutôt à la fin de mes séances souvent que j'ai des ballonnements. C'est vraiment léger par rapport à il y a un mois. Donc j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, donc je me sens en meilleure forme, en meilleure santé. Enfin, c'est incroyable. C'est un cercle vertueux pour le coup. Et donc au début, on dirait que c'est un effort, mais après tu deviens un peu vite accro à te sentir trop bien et après tu peux plus t'arrêter. C'est un mal pour un bien. Et mon copain me le dit aussi hyper souvent, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ce qui m'arrive, le syndrome de l'intestin irritable, ça m'oblige à prendre vraiment soin de moi. Ça m'oblige à faire passer mon bien-être en priorité dans ma vie. Le sport, réduire le stress, l'anxiété, bien manger, bouger et prendre du temps pour moi. Donc c'est un mal pour un bien. Je sais que c'est hyper compliqué pour beaucoup de personnes parce que c'est pas possible pour tout le monde de le faire, que ce soit vie de famille, vie pro, vie perso, enfin voilà. C'est pour ça vraiment que je dis toujours que le sport, ça me sauve et ça m'a sauvée. À la fois mentalement et physiquement, ça me fait tellement du bien. Une fois que vous êtes sur cette vague de bien-être, entre guillemets, vous allez plus pouvoir vous arrêter. Je pense que vraiment, quand tu as le syndrome de l'intestin irritable, faut être hyper connecté avec toi-même et savoir ce dont tu as besoin ou non. Je vous ai fait un méga topo de toute ma vie, mais j'avais trop envie et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont écrit pour me demander ça, vraiment pour connaître mon histoire avec le syndrome de l'intestin irritable. Je sais pas si ça a été très clair, cette partie-là, mais du coup, comme suite à mes analyses de coloscopie, gastroscopie, tout était positif, même mes analyses biopsie, tout était bon. On a donc éliminé la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, toutes les maladies et vient ensuite donc le syndrome de l'intestin irritable. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui appellent ça un fourre-tout pour les personnes qui ont des maux de ventre et c'est sûr, on a tous des symptômes très différents. Il y en a qui ont des symptômes qui apparaissent après manger, d'autres avant manger, d'autres pendant le repas, d'autres qui ont des crises la nuit, d'autres pas du tout. Mais ça veut pas dire que si tu ne colles pas à ces symptômes, tu n'as pas le syndrome de l'intestin irritable. Oui, peut-être que c'est un non fourre-tout. C'était un peu mon problème au début. Je me disais: «Bah, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas un truc fourre-tout. Moi, j'ai un truc plus grave. Moi, je» et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, non. Tu as le syndrome de l'intestin irritable, point barre. Va falloir que tu l'acceptes et que tu te prennes en main pour ne pas avoir mal au ventre toute ta vie».
Donc, c'est en gros comme ça qu'on détermine si on a le syndrome de l'intestin irritable. On fait une croix sur toutes les maladies graves qui existent et ensuite vient le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi maintenant, beaucoup de recherches sur le SIBO et donc moi je m'étais dit, j'ai pas trop envie de vous en parler en détail parce que je suis pas une pro du tout du SIBO, mais je m'étais dit: «Si à la fin du protocole de FODMAP, j'ai encore très mal au ventre, je ferai un test SIBO que je peux payer et tester». Il me semble que c'est en fonction de notre taux de méthane ou je ne sais quoi, ben, j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Mais écoutez, ça, on verra. Et donc après, bah, je vous ai parlé du coup de mes symptômes, de comment est-ce que je fais au quotidien pour aller mieux, tout ça, tout ça. J'espère que du coup, ça vous a donné un peu des pistes, des idées, que ça vous a rassuré. Et surtout, si vous avez des questions, des interrogations, des doutes, des peurs, des craintes, n'importe quoi, écrivez-moi en commentaire, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Comme je le disais en début de vidéo, je rêvais quand j'étais petite d'avoir une personne qui en parle sur les réseaux et qui me donne accès à ces informations hyper facilement. Parce qu'à 13-14 ans, aller chercher sur des sites américains, tout écrit en anglais, avec des trucs hyper scientifiques pour le syndrome de l'intestin irritable, voilà, c'était compliqué. Moi, j'ai envie de vous donner les infos avec un accès hyper facile. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si jamais vous en voulez d'autres dans ce style ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!